Bonjour tout le monde et bonjour à ceux qui nous rejoignent sur Facebook. Donc on est vraiment content de vous recevoir pour la deuxième édition de notre Ciné-Club du Sierra. Pandémie oblige, nous nous sommes trouvés des activités collectives histoire de casser un peu la solitude et puis en plus d'avoir des discussions très enrichissantes autour de films. Donc cette semaine, on a la chance de recevoir Nicolas Renaud qui a réalisé le film La Nouvelle Rupert. Donc, vous avez tous eu le lien il y a 2 jours à peu près. Donc, vous avez eu le temps de le regarder à votre aise, chez vous, confortablement. Ce que j'ai également fait ce matin. Je l'avais déjà vu, mais je l'ai regardé une deuxième fois. Ça reste un grand plaisir. Euh, mais donc voilà, moi j'avoue être une grande fan de ce film. Je trouve que c'est vraiment un magnifique film pour être quelqu'un qui a vécu avec l'écrit en partie aux mêmes périodes. Hein, peut-être je suis arrivée un peu plus tard dans mon processus de recherche, mais c'est vraiment ce matin j'avais vraiment plaisir de revoir ce visage, d'entendre parler d'écrits que j'ai pas vus depuis longtemps parce que pandémie oblige. Mes projets de terrain de cet été sont tombés à l'eau. Et donc, vu que ça faisait déjà un petit temps que j'étais pas retournée à la baie James, là maintenant, ça fait vraiment longtemps, puis ça me manque beaucoup. Donc, Nicolas, moi, je voulais te dire à quel point je trouve que c'est vraiment un super beau film. Puis surtout, c'est un sujet complexe, je trouve. Et moi, ce qui me frappe vraiment fort dans ton film, la nuance que tu as réussi à conserver, où on voit vraiment que ben, c'est pas noir, c'est pas blanc ou noir, c'est pas juste soit se faire entendre protéger l'environnement ou soit accepter le développement. C'est vraiment de montrer que il y a vraiment une ligne sur laquelle les cris sont actuellement à essayer de trouver un juste milieu et à négocier au quotidien avec des acteurs qui pendant longtemps n'ont pas été très volontaires dans la discussion, mais pour qui il y a une claire amélioration. Négocier au quotidien, trouver un juste milieu entre qui nous sommes en tant que CRI, qui nous sommes en tant qu'usagers du territoire, et puis qui nous sommes aussi en tant que nation qui cherche à se développer économiquement, socialement, etc. Je trouve que tu arrives à montrer vraiment les différents points de vue, même à l'intérieur de la société CRI. On voit que c'est pas noir ou blanc là non plus. Bon, j'aimais bien de retrouver quelqu'un comme Roger Orr qui a bien sûr un point de vue beaucoup plus critique sur la paix des braves et puis d'autres qui sont plus nuancés. Ça m'a vraiment frappé quand j'entendais au début du film Walter Jolly qui parlait, parce qu'il parlait du jour où ils ont fermé les portes du barrage. Et j'étais là, en l'occurrence, ce jour-là aussi. Et je me souviens très bien de cette ambiance très particulière de à la fois grande tristesse et puis en même temps, ben, une sorte de let's move on, puis c'est fait. C'est sûr que les cris n'ont pas applaudi quand ça a été annoncé, alors que les employés d'Hydro-Québec ont fait des grands wouh, etc. Mais bref, je trouve que c'est ce passage de Walter qui montre vraiment à quel point ben, lui, il était pour l'entente, il pense que c'est important pour les jobs, pour les jeunes, etc. Mais qu'en même temps, il a une tristesse en lui de perdre le territoire. C'est quelque chose que j'ai retrouvé chez beaucoup de Talimènes. Je vais arrêter ici mon petit laïus. J'ai pas mal de questions en fait, parce qu'on n'a jamais vraiment eu l'occasion de se croiser, même si on a eu des brèves discussions par courriel. Moi, j'aurais vraiment voulu t'entendre sur le processus qui a été le tien pour ce film. Je veux dire, j'imagine que tu n'as pas choisi ce sujet au hasard. Je me demandais vraiment comment s'était construit ton intérêt pour la question, puis comment s'étaient construits tes choix, euh, et aussi comment le partenariat avec les CRI a émergé, comment est-ce que tu as négocié un peu tout ça et la réalisation de ton film. Je vais peut-être en rester à cette question-ci, puis j'en aurai d'autres si après, s'il y a besoin. D'accord, merci. Ça fait plaisir d'entendre les choses que tu avais à en dire. Euh, bon, il y avait aussi hein, les trois courts-métrages que j'ai suggérés comme en première partie du documentaire. Alors, je serais heureux de répondre à des questions ou d'entendre des feedbacks sur ça. Je les ai inclus parce que c'est un programme que j'ai présenté dans cette forme-là ailleurs 2 fois et puis je trouve que euh,
Les quatre œuvres se parlent, je pense, dans certains rapports au territoire, entre la connexion et la dépossession, entre la réciprocité et l'exploitation. Alors, mon œuvre vidéo, Le Vivier, un court-métrage plus récent sur mon grand-oncle de Wendake Ourson, et puis le film que j'aime beaucoup de montage de Michel Latimer, Némécage. Alors, pour répondre à ta question, ben, il y a plusieurs choses, donc je vais les lancer en vrac. C'était, quand le projet était annoncé, c'était à ma connaissance la première fois qu'il allait y avoir une collaboration sur un grand projet de développement entre Autochtones et une société d'État, ou bon, ça aurait pu être une corporation, ou peu importe, mais donc c'était la première fois qu'il y avait une telle collaboration. Alors pour moi, il y avait quelque chose à explorer. Ça me rejoignait aussi, moi, dans mes deux mondes. Donc, je suis membre de la nation Huron-Wendat. Donc, j'ai toujours eu un pied dans le monde autochtone, un autre dans l'autre partie de mon identité, de mon ascendance, qui est québécoise, canadienne-française. Alors, l'hydroélectricité, le territoire, la contradiction des deux rapports au territoire entre autochtones et québécois me rejoint intimement. Donc, c'était quelque chose d'intérieur pour moi avant d'être quelque chose de politique et historique. Euh, je peux bifurquer pour ton autre question à partir de ça sur la collaboration avec les CRI. Donc, les questions identitaires sont toujours en jeu quand on fait un documentaire. Peut-être qu'elles l'étaient moins avant. Dans les années 50-60, il y avait l'espèce de pouvoir de la caméra de débarquer quelque part et de filmer. Maintenant, les gens sont conscients de leur représentation, sont conscients de l'image de tous les côtés. Donc, j'arrive entre les deux, justement, c'est-à-dire que je peux passer pour blanc suffisamment pour que je ne sois pas trop suspect auprès des gens d'Hydro-Québec, même si ça a été très difficile d'avoir des accès. Alors, je ne mentionnais pas d'appartenance autochtone. Je ne me gênais pas pour le mentionner avec l'écrit, en disant, bon, en étant autochtone, votre situation m'intéresse, votre perspective m'intéresse. Et évidemment, ça rouvre les portes tout de suite, parce que eux, un type du Sud qui débarque, ils en ont à toutes les semaines. Des représentants du gouvernement, de la SEBJ, des géologues, des archéologues, des journalistes, des entrepreneurs. Alors, d'établir une connexion de perspective et d'affectivité par rapport à la nature, au territoire aussi, était important dans ce sens-là pour moi. En même temps, bon, être Wendat, c'est pas être CRI, alors je demeure un étranger sur leur territoire. Mais de naviguer cette frontière-là entre les deux identités était quelque chose qui était au cœur du processus. Bon, ensuite, l'autre motivation, c'est parfois mes projets, c'est des prétextes pour être à des endroits où je veux ou dans des contextes où j'ai envie d'être. Alors, même si le territoire est un peu différent, par exemple, du Neo-Wantio, le territoire traditionnel Wendat au nord de Québec, où je vais plus à la chasse, à la pêche, ben, il y a quelque chose qui m'a toujours attiré dans cette limite entre la forêt boréale et la taïga, ce paysage plat de la baie James, les grandes rivières, euh, le lichen. Donc, un prétexte pour me retrouver là, mais pas juste au sens superficiel d'avoir du fun ou un prétexte, c'est-à-dire qu'avant les questions politiques, c'est un, comment dire, c'est une matrice de rêve. C'est une façon de rêver, c'est une façon d'avoir des visions. Même ce que tu dis de Walter, quand il est question de regarder la rivière disparaître au moment où ils ont fermé les portes du barrage. Moi-même, c'est un rêve que je fais souvent que l'eau disparaît. Je suis devant une rivière ou un lac et puis l'eau disparaît. Ça devient de l'asphalte ou ça devient de la terre. Euh, donc là, pour moi, je suis dans le rêve, ou dans le cauchemar, mais on est en plein onirisme. La même chose quand Kenny
se demande si l'eau rentre dans les tombes qui sont sous l'eau, maintenant dans les zones qui ont été inondées, où il y a des sépultures de ses ancêtres, ou si ça reste au sec. Pour moi, c'est une question surréaliste, tu sais, parce qu'il se demande quelque chose de très concret soudainement sur un événement qui impliquait un paquet de négociations, puis qui a toute une charge symbolique, mais de se demander soudainement si euh, les restes humains sont au sec ou sont noyés, on est encore là dans l'espace du rêve. Donc, oui, de me trouver un prétexte pour regarder une rivière, le territoire, de regarder sa transformation, de filmer des poissons, l'horizon, tout ça faisait partie des motivations du projet. Ensuite, ce que je pourrais dire, c'est que ce n'était pas l'intention de départ, la forme finale du film n'était pas ce que j'avais en tête. Moi, je voulais passer des mois sur les chantiers, à filmer cette espèce de situation faustienne où des Autochtones travaillaient à la transformation de leur propre territoire en étant payés pour le faire. Donc, c'est comme un pacte diabolique. Et sociologiquement, de voir les interactions et tout ça, j'ai pu le faire un peu brièvement, comme la scène de cafétéria ou des choses comme ça, de voir ce qui s'articule dans cette société temporelle, ce mélange québécois et You. Mais les choses étant ce qu'elles sont de nos jours, les grandes institutions, les corporations, les grandes organisations, on perd des caméras, on perd des films politiques. L'Erreur boréale a beaucoup contribué dans l'histoire du documentaire au Québec. Donc, il y a une peur du film militant, il y a un contrôle de l'image. Je pouvais seulement être considéré comme un journaliste au même titre que quelqu'un d'un grand média qui va faire un reportage sur le projet. Alors, je passais par les gens de communication. Ça a pris 1 an et demi à avoir l'autorisation. Et on m'a accordé 2 séjours d'une semaine sur les chantiers. Donc, je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas faire un film d'observation de cinéma vérité sur le déroulement des travaux. Alors, j'ai pris ce que j'ai pu de ces 2 semaines sur des installations du projet. Et le reste, ben, je me suis promené sur le territoire. En même temps, ça m'a redirigé davantage vers les Talimans, passer un peu plus de temps à Waskaganish, passer plus de temps avec Ian Diamond, le fils de Billy Diamond, qui est photographe, qui est devenu un protagoniste principal du film. Et ça, c'est une heureuse chance qu'il soit apparu comme ça. Mais donc, en n'ayant pas la structure narrative de quelque chose qui se développe dans le temps et qui se construit comme ça, c'est devenu des vignettes, des impressions que je collectionnais, des propos, des rencontres, et que j'ai essayé d'assembler pour laisser apparaître les questions entre les lignes sans autre discours. Alors, en gros, c'est l'arrière-plan du projet. Merci beaucoup. J'ai peut-être une deuxième question, puis après je laisserai l'assemblée virtuelle prendre la parole. Je me demandais comment s'était passé l'après du film, notamment avec les cris. Comment s'est passé le partage du résultat final avec les communautés ou avec les protagonistes principaux, et puis même aussi avec Hydro-Québec, qu'est-ce que finalement, s'il y a eu, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Parce que je trouve que le film est loin d'être, comme je disais, il est très nuancé. Je trouve que tu montres aussi qu'Hydro-Québec fait beaucoup d'efforts, que c'est vraiment une entreprise actuellement qui se fait beaucoup plus en partenariat que ce qui a été connu notamment lors de la première phase du projet Bay James. Donc voilà, je me demandais comment ça s'était passé, puis quel type d'écho tu avais reçu à la fois des communautés CRI, puis de la communauté Hydro-Québec au sens large du terme. OK. Ben, il y a plusieurs choses là-dedans. Premièrement, d'abord sur la question des nuances,
oui, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant, mais qui était très difficile. Donc, puisque le projet est beaucoup dans les zones grises, puisque justement, c'est plus fait comme auparavant. Donc, il y a plein de mesures d'atténuation des impacts et la collaboration elle-même avec la Nation CRI change la façon dont les choses sont faites. Donc, par exemple, on les gâture plus une rivière d'un coup sec pour inonder des millions de kilomètres carrés, hein. On suit la topographie pour minimiser les inondations, pour laisser couler encore un peu du débit de la rivière. On donne des jobs au CRI, on investit dans les communautés. Donc, tout ça crée du gris, de la nuance. Donc, ça devenait un film sur... du point de vue CRI, pour moi, ça devenait un film sur un dilemme et non sur une catastrophe au départ. Donc ça, c'est sûr, c'est difficile, mais c'est motivant. C'est quelque chose qui a moins bien passé, surtout ici au Québec, avec un certain public. On veut des films militants, bien arrêtés, clairs, qui pour moi deviennent obsolètes aussitôt que la situation est passée, parce que ce qui est important, c'est d'articuler les questions qui demeurent valables pour toute situation semblable et non de régler le cas d'un événement, d'une situation. Alors, mais bref, ça aurait été plus simple et plus dramatique si j'avais été en face d'une immense catastrophe écologique et d'un projet qui se fait entièrement contre la volonté d'un peuple autochtone qui a pas pu, qui a résisté et qui n'a pas pu gagner. Ça aurait été plus dramatique et ça aurait été plus simple. Mais comme disait Arthur Lamotte au début d'un de ses films chez les Inuits, Mémoire battante, euh, on perd une qualité dramatique pour ne pas éluder la complexité des questions. Donc, c'est ça par rapport aux nuances. Mais en même temps, pour moi, que le discours dans le film soit nuancé ne veut pas dire que mon point de vue n'est pas exprimé ou clair quelque part. Tu sais, je veux dire, c'est un film, c'est pas une thèse. Donc, je pense que l'émotion puis le sentiment dans le film, c'en est un de résignation devant une fatalité, c'en est un de tristesse. C'en est pas un de ah, il y a des pour et des contre, et puis on avance, et puis tout va bien aller. Pour moi, c'est clairement le sentiment qui se développe plus on avance dans le film et qui conclut vers la fin, c'en est vraiment un de tristesse. Pour moi, c'est ça. Donc, les nuances dans les dimensions pratiques, politiques du projet ne changent pas le sentiment de tristesse devant la fatalité de la chose. Mais la plus belle chose que j'ai entendue d'une personne qui a vu le film un jour, c'est que si la rivière était le personnage, c'était la tristesse de voir quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps puis qu'on aime beaucoup et qui un jour a changé. Il est encore là, mais il y a cet amour-là est blessé parce que cette personne-là a changé. Donc, pour moi, ça rejoignait quelque chose que je m'étais pas articulé moi-même, mais qui s'était fait tout seul un peu là-dedans. Bon, pour la réception, malheureusement, je n'ai pas accompagné une présentation dans les communautés. Donc, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, que j'aurais dû faire, mais bon, le temps passé, les moyens étaient limités, il y avait quelques festivals à faire et tout. Donc, ça s'est fait à distance en envoyant des liens puis des DVD. Et je n'ai pas eu de retour de beaucoup de monde, sauf un enseignant chez Sassibi qui l'a montré à l'école quelques fois. Ian, avec qui je suis resté en contact et qui a beaucoup aimé. Donc ça m'a rassuré. C'était la première chose, que le protagoniste principal avec qui j'ai passé plus de temps soit suffisamment content du film. Alors ça, c'était la chose principale. J'en ai envoyé des copies à la plupart des autres participants. J'ai pas eu de retour, j'ai pas eu de nouvelles, puis j'ai pas fait le suivi par la suite. Pour Hydro-Québec, j'ai pas eu de nouvelles. Ils voulaient voir le montage final. C'est resté lettre morte. On l'a envoyé, puis j'ai pas eu de nouvelles. Je crois pas que c'est quelque chose qui a pu les... ben, c'est sûr que s'ils s'attendaient à un film promotionnel, ils ont pu rester déçus, mais je pense pas que c'est quelque chose qui était de nature à les affoler non plus, vu que
Quelqu'un qui ne veut pas réfléchir davantage à tout ce qui se dit entre les lignes serait justement capable de se dire, bon, ben, ça fait la part des choses et ça présente bien le projet. Donc, je pense qu'ils ont pu le voir. euh, Ils ont pu le voir comme ça. En même temps, c'était tellement difficile d'avoir les autorisations d'accès. Euh, Tu sais, c'est pas comme avant, là, quand on va sur ces chantiers-là, dans ces régions-là, c'est pas accès libre, là, où on prend une route, puis on arrive au chantier. Vraiment, on fait 12-14 heures de tour, puis on arrive devant une guérite avec une barrière électronique, puis il faut avoir une carte qui est approuvée par, par la SEBJ avant d'entrer. Donc, ça a été tellement de travail d'attendre 1 an et demi pour avoir ces autorisations-là que je n'étais pas pour faire un pamphlet euh, ouvert non plus, tu sais, pour subvertir les rapports que j'avais pu avoir avec les gens. Ce qui demeure quand même une grande frustration parce que ce qu'on ne voit pas, c'est que chaque fois que non seulement je suis sur les sites d'Hydro-Québec, mais aussi avec quiconque, même parmi les CRI, qui a eu un lien avec le projet. Donc, quand c'est quelqu'un qui a travaillé sur le projet, il y a toujours 2 ou 3 représentants des relations publiques d'Hydro-Québec derrière mon dos. Toujours. Et qu'on me dit quelles questions que je peux poser ou pas poser, ou qu'est-ce que je peux filmer ou pas filmer. J'ai souvent eu envie de retourner la caméra puis d'essayer de montrer ça. Ça ne s'est pas présenté, c'est pas arrivé, mais ça fait partie d'une contrainte invisible qui était là constamment dans le processus. Même chose avec un des ingénieurs en chef du projet dans son bureau. Ce qu'il y a dans le film, c'est les bribes de ce qui a pu rester comme conversation parce qu'on a bloqué à peu près toutes mes questions. J'ai demandé, par exemple, quelle est l'étude qui établit les prédictions de besoins énergétiques futurs du Québec qui justifie la nécessité de ce projet. Et ça, c'est une question que je n'avais pas le droit de demander. Puisque, bon, on le sait, là, c'est que c'est quand même pas un besoin énergétique qui motive le projet. C'est une entreprise capitaliste de générer des jobs et de vendre de l'énergie sur le marché. Mais ça, c'était le genre de questions que je ne pouvais pas poser. Mais là, ça revient à ta question des nuances, c'est-à-dire que c'est parce que ça me fait penser à ça, cette scène-là de... Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit pourquoi tu as gardé ça, l'entrevue avec le type, il est particulier, il a de la misère à parler, même le cadrage est plate, c'est gris dans son bureau. Pour moi, au contraire, c'est capital. C'est-à-dire qu'une part du film, pour moi, c'est sur le discours. C'est un film sur le discours. Et quand on parle d'un changement ou des nuances des projets ou d'une meilleure collaboration avec les peuples autochtones, pour moi, ça ne change rien au fond de la chose. C'est-à-dire qu'on est en pleine entreprise coloniale de possession du territoire et de subjugation des Autochtones et de leur territoire. C'est juste que le discours se raffine. Alors, pour moi, c'était beaucoup un film sur le discours. Qu'est-ce qu'on se raconte comme construction narrative sur l'alliance avec les Autochtones et sur l'énergie verte de l'hydroélectricité pour continuer dans la même veine, qui est celle de l'idéologie du développement et du colonialisme québécois, qui lui-même se croit meilleur que le colonialisme anglais. C'est une des comment dire, une des maladies mentales du récit national québécois de notre époque, la négation du colonialisme. Donc, entre les lignes, là, pour moi, il y a tout ça qui est là. Mais c'est ça, c'est entre les lignes, c'est pas explicité davantage. Au Québec, ensuite, dans le Sud, c'est pas un film qui a eu beaucoup d'attention, donc moi, ça m'a déçu au début, puis j'étais déçu du film aussi en n'ayant pas l'impression d'avoir fait ce que je voulais faire, d'avoir tout articulé clairement, d'avoir saisi ce qu'il fallait entièrement. Mais les réactions ici, y contribuaient beaucoup.
Par exemple, j'avais maille à partir avec des gens de la Fondation Rivière dans une discussion après une projection parce que eux, c'était le militantisme pleine vapeur, il faut sauver les rivières, puis et ils ignoraient totalement les Autochtones, totalement le point de vue autochtone. Je disais, oui, je suis d'accord avec vous, on s'entend, je suis d'accord avec vous, mais il faut que tu sois capable de parler un cri qui est né sur le bord de la rivière et qui a accepté le projet. Il faut que tu sois capable de naviguer dans ces nuances-là. Donc, j'étais pris avec les gens qui veulent un film clair pour ou contre, ce qui pour moi est superflu comme position, je veux dire, la réflexion, la représentation de la rencontre et de la différence entre deux cultures et le rapport au territoire est quelque chose de beaucoup plus profond puis vaste que pour ou contre ce projet-ci. Donc, il y avait ça. De l'autre côté, il y avait ceux qui étaient contents que je n'ai pas trop frappé sur la tête d'Hydro-Québec parce que ça fait partie de la fierté nationale québécoise. Donc, c'était comme il y avait beaucoup de malentendus. Il y avait un énorme malentendu dans le rapport de ce film-là au public ici. J'ai été un petit peu comme embêté par des films consensuels qui sortaient à côté et que tout le monde aimait et que tout le monde avait vu. C'est pas pour les dénigrer, mais je veux dire, ça fait partie de l'écologie dans laquelle ce film-là est arrivé. Tu sais, chercher le courant, tout le monde l'a vu. Et tout le monde a quelque chose à en dire. Alors que là, encore là, pour moi, oui, c'est un film intéressant, mais je veux dire, c'est un film, je le vois les 5 premières minutes, je suis d'accord. OK, à quoi d'autre tu me donnes à réfléchir ensuite? Ou des films comme Québécoisie, où ce qu'on aime beaucoup, c'est la rencontre bienveillante, d'aller vers l'autre chez les Québécois et tout. On ne se fait pas bousculer, ou est-ce qu'il n'y a pas de questions plus complexes qui est soulevée. Alors, donc celui-ci est passé dans le bar. Par contre, ça a beaucoup mieux marché à Toronto. Tu sais, il a gagné un prix à Toronto. Il est passé à Hot Docs, à Imagine Native. Il y a eu des bons retours critiques. Un critique qui a parlé du pacte faustien, justement, sur lequel repose le film. Une critique autochtone du journal Windspeaker qui a dit justement que j'avais mal représenté la voix des femmes dans le film. Et elle a raison, elle a tout à fait raison. Ça m'a fait réaliser quelque chose. Tu arrives sur les chantiers, tu es toujours dans un monde d'hommes. Tu vas chez un Tallyman, c'est lui qui sort en premier du chalet, puis la femme reste en retrait avec elle, ses occupations. Puis, et pourtant, oui, traditionnellement, les femmes, en général, sont les gardiennes de l'eau dans les cultures autochtones et participent aux discussions et à tout ça. Mais il y a eu un tel... La construction d'autorité du Taliman est une construction coloniale qui remonte à leur rapport avec la compagnie de la baie d'Hudson. Donc, ça aussi change les choses. Et donc, moi, comme homme, en me laissant aller aux circonstances du tournage, c'est vrai que je n'ai pas eu cette conscience-là. Donc ça, la critique appréciait quand même le film, mais c'était très juste de me faire pointer ça. Et je l'ai apprécié. Donc, bref, je pourrais continuer là-dessus, mais pour dire qu'en général, dans le reste du Canada, la réponse a été, et auprès d'autres publics autochtones, comme Imagine Native, le festival à Toronto, la réception a été plus intéressante et constructive qu'au Québec. Mais avec le temps, parce que les rapports entre le Québec et les Autochtones demeurent complexes, les questions du territoire demeurent irrésolues. Donc, des gens comme vous, puis j'en ai eu d'autres dans les dernières années, c'est étrange comment 7 ans plus tard, ça fonctionne d'avoir des discussions sur le film. Voilà. Merci beaucoup. Je trouve ça drôle quand tu as dit qu'il n'y avait pas de femmes parce qu'on m'a dit la même chose pour ma thèse. Le fait est que la parole publique sur le territoire chez les Cris est quand même plutôt une parole d'homme. Ça ne veut pas dire que les femmes ne font rien et n'ont rien à en dire du tout, mais je pense qu'ayant travaillé sur des sujets similaires,
c'est de l'ordre de l'évidence. C'est marrant qu'on t'ait fait exactement la même remarque. Je pourrais tellement rebondir sur 50 000 choses. Je trouve ça vraiment très intéressant, mais je vais quand même laisser la parole aux autres. Je ne vais pas monopoliser. S'il y en a qui ont des questions, vous pouvez soit nous faire signe dans le chat ou prenez la parole là. N'oubliez pas d'allumer votre micro, puis on vous écoute. Le blanc dans une salle de cours, c'est toujours un peu gênant, mais sur un Zoom, c'est encore particulier. Je peux remplir le silence un moment pour ajouter Ah, quelque mais chose. sinon, moi, j'en ai des questions. Euh, une chose que j'ai essayé de mettre en filigrane là, à travers le film, c'est comprendre à ce moment-là. C'est plus tard que je l'ai mieux compris. Fait que je ne pouvais pas mieux l'articuler dans le film aussi parce que je n'avais pas la matière, mais c'est seulement plus tard que je l'ai compris. C'est-à-dire, il y a tout ce petit exposé de Roger sur les talibans et comment ils se sont fait donner un espèce de faux sens de propriété et d'autorité sur le territoire depuis leur constitution comme espèce d'agent de succursale de la Compagnie de la baie d'Hudson, fin du 18e siècle jusqu'au 20e. Donc, pour moi, quelque chose qui est dans le film, c'est ce double mouvement-là entre nature et culture. C'est-à-dire, quand on transforme la nature, on transforme la culture, mais quand on transforme la culture, on transforme la nature aussi. Et donc, la première vraie transformation d'un processus colonial à la baie James, c'est la Compagnie de la baie d'Hudson qui arrive et qui fait des trappeurs-cris c'est ça, des talimans, hein, ça veut dire compter, de garder le tally, alors compter, estimer le nombre de castors sur leur territoire. Ils deviennent des pourvoyeurs et des comptables d'une entreprise marchande, alors que, bon, traditionnellement, dans la culture autochtone, l'accumulation capitaliste n'existe pas. C'était pas ça le rapport au nombre de castors sur leur territoire, ni au nombre d'orignaux ou de caribous ou de poissons dans la rivière. Et puis, c'est-à-dire, c'est une structure collective, communautaire, par filiation familiale, de diviser les territoires de chasse et que l'aîné d'une famille en soit le gardien puis transmette à son fils et tout. C'est pas un titre de propriété, mais des papiers officiels signés avec la compagnie et le fait de se faire donner des choses en échange, de l'argent ou de la farine ou des fusils quand ils vont au poste de traite, a construit cette espèce de faux sens de propriété. Donc, la culture a été transformée et la nature ensuite, parce que la population de castors s'est effondrée au début du 20e siècle à cause de ça, parce que le rapport à la ressource il y avait une interférence dans le rapport à la ressource. On voit comment l'État québécois reprend un peu le même principe, c'est-à-dire qu'au-delà d'une volonté collective des cris sur le projet et de l'unité du territoire d'Iyuichi, ils vont morceler Taliman par Taliman comme si c'était leur terrain, comme si c'était leur cour arrière et dire, ah, une route va passer là, une digue va passer là, on vous donne tant d'argent, puis des jobs à toute votre famille, est-ce que vous voulez? Donc, tranquillement, le consensus se fait comme ça. D'abord, il y a le palier des chefs, qui sont une création du fédéral, des chefs de conseil de banque, qui ne représentent pas nécessairement la volonté de tout le monde, qui, eux, font les accords avec le gouvernement. Puis ensuite, il y a le morcellement des voix à travers les talibans qui continuent d'entretenir. D'un côté, oui, ils ont un rôle écologique et communautaire dans la transmission des connaissances puis la protection du territoire. Mais d'un autre côté, il y a cette transformation-là de la structure sociale qui s'est opérée depuis la Compagnie de la baie d'Hudson et qui fait que Hydro-Québec s'appuie sur cette même structure pour finalement faire passer un projet.
Et la même chose qui est arrivée au castor, ben, finit par arriver au whitefish à Waskaganish. Je veux dire, cette arrogance-là de dire non, on va réduire 70% du débit d'une grande rivière, les poissons vont revenir quand même, puis on vous envoie nos scientifiques qui vont regarder, puis qui vont surveiller la chose, et inquiétez-vous pas. Bon, évidemment, au moment où j'étais là, comme on le voit dans le film, la population de Cisco qui remontait pour frayer la rupert est passée, la population qui remonte pour frayer, je ne sais pas, mais les captures de la pêche d'automne est passée de 25-30 000 à 3 000 poissons. Donc, c'est plus la même ressource pour la communauté. Donc, encore là, c'est qu'on réussit à une certaine coercition douce pour changer la mentalité, le rapport au territoire. Donc, on change la culture, puis à un moment donné, bien, la nature change. Et inversement, la nature change, et là, la culture va changer ensuite. Parce que si on ne fait plus la pêche communautaire du Cisco à Waskaganish, on le voit comme c'est une activité communautaire. Les gens font les pièges en pierre, et puis les gens y vont comme ils veulent, et puis les femmes font le fumage et la préparation du poisson. Si c'est plus là, ben, ça l'affecte à long terme, cette partie de la culture, cette partie de l'unité communautaire. Euh, et l'alimentation et plein d'autres choses. Donc j'ai essayé, à la fois historiquement, dans l'histoire de ces rapports-là entre les cris et l'étranger, puis dans ces mouvements nature-culture où l'un transforme l'autre, de juste placer des parallèles pour qu'éventuellement... Mais comme je dis moi-même, c'est juste quelques années après que j'ai commencé à mieux réfléchir et mieux voir comment ces choses-là se jouaient. Voilà. Je pense qu'il y a une question. Oui. Mais là, oui, Alexandre a une question, mais juste avant, parce que c'est fascinant tout ce que tu viens de raconter, j'ai l'impression que je veux dire, ma thèse a fortement porté sur cette transformation du rôle du Taliban, etc. Et ce que je trouve qui est vraiment juste dans ce que tu dis, c'est que les Talibans sont ni un rôle purement traditionnel qui se voudrait un rôle enfin, défini comme traditionnel chez les CRI, ni purement un produit colonial. C'est vraiment une sorte d'hybridation assez complexe parce que certes, on met en avant que c'est la compagnie de la baie du Tson qui a créé les territoires de chasse, mais en réalité, enfin, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de débats. Existait certainement un système précolonial qui était certainement très différent, mais qui avait certains points communs. Donc les talibans ont été choisis a priori parce qu'ils étaient déjà des responsables familiaux de certaines lignes de territoire, etc. Bon, on ne parlait pas de lignes de territoire, mais de zones sur lesquelles ils allaient. C'est tout le travail de Toby Morans qui montre que ben, sans doute sous une forme assez différente, mais il y aurait quand même une source précoloniale de ce système qui a été transformé ensuite par plusieurs vagues. Hein. On voit qu'Hydro aujourd'hui est pour moi la vague qui vient encore rajouter, parce qu'en plus les cartes telles que les talibans les utilisent aujourd'hui, elles ont été faites par Hydro-Québec dans les années 70 en partenariat avec des géographes, etc. Donc, je trouve que c'est un objet qui le rend fascinant de par cette complexité d'être ni un produit colonial, ni un produit purement CRI, mais d'être vécu finalement par les CRI quand même comme une institution centrale aussi. Je veux dire, certains vont les critiquer, mais la plupart de la population CRI que moi, avec qui j'ai interagi est quand même plutôt positive par rapport au système de territoire de chasse, même si les évolutions récentes font craindre une forme de privatisation et une transformation ontologique, pour utiliser un mot que les anthropologues aiment bien, etc. Mais il y a quand même, pour beaucoup, moi, certains me disent, ah oui, ben, si on doit donner des jobs et des opportunités et une voix, ben, autant que ce soit les talibans, c'est quand même eux qui sont sur le territoire, c'est quand même eux qui connaissent, etc. Mais bref, je trouve c'est vraiment fascinant la manière dont les choses s'organisent. Mais j'ajouterais, c'est que c'est que ça croise un élément de la culture traditionnelle qui perdure dans la plupart des communautés autochtones, qui est le respect des aînés. Donc, peu importe le rôle social, économique, politique des talibans, ce sont normalement des hommes qui sont des aînés dans la communauté. Alors, le respect des aînés est dû par tout le monde encore et ça fonctionne vraiment comme ça. C'était très dur d'ailleurs de parler à des jeunes la majorité des jeunes étaient contre le projet.
ils veulent faire d'autres choses, ils veulent trouver d'autres avenues, mais de commencer à embarquer dans toutes les entreprises ponctuelles, momentanées de transformation du territoire, c'est pas quelque chose qui les intéresse, mais personne ne voulait en parler. Non, on ne va pas parler publiquement contre les aînés. C'est quelque chose qui demeure fort dans la culture autochtone en général. Donc, il y a ça qui joue aussi. Mhm. Sinon, Alexandre avait une question, je vois. Oui, en fait, c'était juste par rapport à une scène dans le film. Comment les Talibans sont perçus par le reste de la communauté? Est-ce qu'ils sont bien perçus ou est-ce que, comme, j'avais l'impression que les Talibans accordaient une plus grande importance à à leurs paroles? Est-ce que c'est juste une impression que j'ai eue ou est-ce que il y a cette idée que justement ils ont comme plus d'autorité, puis comment ça joue avec le reste de la communauté? Ouais, ben c'est un peu toutes les ambiguïtés dont on parlait, là, justement. Non, ils sont bien perçus en général. Ils ont, enfin, prestige, ce ne serait pas le bon mot, là, mais ils sont importants. Les gens, là, quand on dit, ah, ici, c'est le trap line de tel Taliman, puis ici, c'est vraiment la référence de l'organisation du territoire et de savoir qui euh, euh, s'occupe de tel territoire de chasse, de trappe. Et c'est des gens qui connaissent très bien le territoire et c'est des gens qui sont devenus, avec le temps, justement, des interlocuteurs avec toutes les pressions étrangères qui arrivent. Donc, et puisque c'est des aînés, souvent, ils sont très bien perçus, ils sont respectés. En même temps, c'est ça, il y a ce malaise-là qui n'est pas toujours clairement exprimé, mais dans mon film, il y a Roger Orr qui ne se gêne pas pour le dire, c'est-à-dire que les Talibans font comme si le territoire leur appartenait, alors que c'est le territoire de tout le monde. La rivière est à toute la nation Crie. Ben, elle n'est pas à eux en termes de possession, ce serait hors de leur conception des choses de toute façon, sauf que quand un après l'autre, les Talibans, parce qu'ils se font construire un nouveau chalet, comme on a vu avec Kenny, parce qu'ils se font payer un gros pick-up, parce qu'ils reçoivent des jobs, et ci et ça, disent, OK, moi je suis d'accord, la route va passer là, la digue va passer là, et ils prennent une décision en leur nom qui implique la totalité de la nation et de leur territoire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup discuté, qui était difficile à discuter avec Roger. Et ça, c'est un problème. Là. Ça, ben, un problème, je ne sais pas comment dire, c'est une petite fissure dans ce rapport-là entre le Taliban et la communauté. Cette façon d'en venir à être quelqu'un qui prend une décision qui affecte les autres, cette façon d'avoir une autorité. Ça, c'est une fissure moderne de leur rôle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais levé ma main, mais c'était en Sujet. réaction tantôt dans la conversation à ce que Mélanie disait. Ben, c'est ça, en fait, à propos de tout le Taliban. Nicolas vient de dire une fissure ou un malaise. Non, c'est ça, je trouvais ça vraiment intéressant dans le film, comme comment de montrer qu'effectivement, qu'il y a ça, cette espèce de fissure ou de malaise-là, puis qu'en même temps, Hydro-Québec assoit comme son pouvoir là-dessus. Puis que ce qui est montré dans le film, c'est ça, c'est beaucoup. On voit pas beaucoup d'opposition, mais on voit beaucoup de fatalisme, je dirais, c'est le mot. Puis, en tout cas, ça j'ai trouvé ça fascinant comme construction. Parce que, bon, c'était pas la première fois que je voyais le film, là, cette semaine, je l'avais déjà vu par le passé, mais je me souviens que j'avais pensé ça la première fois, que je m'attendais à voir justement un film où là, il y aurait des gens qui diraient ah, c'est bien terrible, la rivière va changer ou va disparaître, ou je sais pas quoi. Mais que finalement, le propos devient beaucoup plus subtil, puis c'est plus ce fatalisme-là qui ressort. Puis à la fin, on dit ah là, on est rendu dans le bust. Là. C'est comme il y a eu le boom, puis il y a eu des jobs, puis
bon, tout le monde était content, puis on était tous positifs par rapport à ce qui allait arriver, puis pour arriver à la rivière. Mais là, on est dans le boss. Puis, en tout cas, toute cette construction de dire que ben, ça va arriver de toute façon, on n'a comme pas le choix, fait qu'on est aussi bien d'essayer de s'en sortir le mieux possible. Puis d'asseoir comme cette construction-là sur les Tallyman, je trouvais que c'était intéressant, la façon que c'était montré dans le film. C'est pas vraiment une question, c'était juste un commentaire puis une réaction à votre conversation tantôt avec entre Mélanie et Nicolas. Oui, merci. Ben, je pourrais ajouter, tu sais, il y a des moments précis où ce fatalisme ou ou ce qui est vécu comme un dilemme profond, justement, et non une position arrêtée, où il y a des moments précis dans le film où ça s'exprime. Tu sais, Walter le dit, It didn't happen overnight. Donc, on imagine là, qu'il y a eu un paquet de discussions puis de réflexions, puis c'est un gros changement, un gros bouleversement tout à coup sur leur territoire. Donc, oui, des jobs, mais c'est quelque chose qu'ils ont pesé. Il y a quand Kenny dit Vous voyez, je suis content de mon nouveau chalet qu'ils m'ont construit, tout ça, puis maintenant on a des jobs, et avant il y a eu des temps difficiles. Puis ensuite, on est en haut de la colline, il regarde l'étendue inondée, puis il dit Les ancêtres, la famille Joly, sont sous l'eau ici, sont enterrés là. Et là, on sent qu'il y a, il y a un revirement, là. Il y a un chiffre, il y a quelque chose, il y a une profondeur de la chose qui dépasse là, le fait d'avoir dit oui ou non à ce moment-là, là. Donc, ça, c'était des moments qui incarnaient ça. Il y a Gordon, le gars de Waskaganish qui travaille à l'aéroport. Ça, c'est une subtilité qui est peut-être juste pour moi, mais vous avez peut-être remarqué à quel point l'hélicoptère revient souvent dans le film. Ça devient comme un motif, hein. Donc, c'est vraiment le Sud qui arrive, qui survole le territoire, qui en prend possession, c'est ça, c'est l'arrivée du développement, c'est l'arrivée du Sud, tout le temps en train de survoler le territoire. C'est autant les scientifiques que les représentants du gouvernement, que Hydro-Québec, que les ingénieurs, que les géologues. Gordon travaille à l'aéroport où il y a de plus en plus de trafic. Les avions et les hélicoptères viennent se poser. Il y a justement un des hélicoptères avec l'hélice qui tourne à travers la fenêtre pendant qu'on fait l'entrevue. Donc, il est occupé dans sa job de jour, là, mais ce qui est le plus important pour lui, c'est que toute sa vie est allé pêcher l'automne le whitefish au rapide de Smoky Hill, puis il redistribue aux gens de la communauté, comme il dit, les vieux ou ceux qui ne peuvent pas aller pêcher, aller s'en chercher par eux-mêmes, et que là, il y a des matins qui y vont, puis il y en a un où il n'y a rien, tu sais. Donc, ça, c'était des moments précis où justement, cette nuance-là, où cette fatalité, cette résignation deviennent plus palpables. Merci. Alexandre avait une deuxième question? Oui, en fait, c'était juste par curiosité. À la fin du documentaire, je me demandais qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui, justement, de la situation de la rivière, puis du whitefish, puis aussi, je voyais qu'il y avait des fermes pour faire grandir des esturgeons. Bon, je sais que ça prend 30 ans, mais fait qu'on ne peut pas vraiment savoir, mais qu'est-ce qu'il y en est du whitefish, puis c'est ça, bref. En fait, j'aimerais ça le savoir moi aussi un peu mieux. J'ai suivi disons, dans les 2 années suivant la finition du film puis la sortie, de m'informer qu'est-ce qui se passait, est-ce que c'était mieux et tout. Pour le whitefish, l'année d'après, c'était à peu près la même chose. C'était 2-3 000 poissons au lieu d'une trentaine de mille. Mais ça, c'était au site de Smoky Hill. Ce qu'on m'avait dit, c'est que Hydro-Québec ou la SEBJ, là, ceux qui s'occupaient de ces programmes-là de surveillance du whitefish, investissaient et encourageaient les gens de la communauté à plutôt aller pêcher en bateau avec des filets dans la baie. Parce que le Cisco, il va être là dans la baie de toute façon. Il va remonter par d'autres rivières. S'il ne remonte plus dans la Rupert, c'est parce que le débit ne fait plus son affaire pour frayer, mais il n'est pas disparu. Il est là dans la baie, puis il remonte dans d'autres rivières ailleurs. Les autres communautés le pêchent dans la rivière Eastmain, dans d'autres rivières.
Donc, ça, c'est une des choses qui s'est faite pour compenser, suppléer le stock de poissons qu'ils ont l'automne. Mais là, ça n'a plus besoin d'être l'automne, c'est plus le temps de la fraie et tout ça. Moi, ça, je trouve ça intéressant et je trouve ça triste parce que tout à coup, c'est plus une activité communautaire et c'est plus une activité qui s'appuie sur un savoir ancestral depuis des siècles, c'est-à-dire de construire des pièges en faisant des cul-de-sac dans la rivière, dans le courant avec des pierres, ce qui est très simple. Hein, et même les pièges restent là saison après saison. Il y en a qui sont là depuis des centaines d'années. Ils ont juste à les refaire un peu, puisque le courant déplace des roches là, à chaque crue, mais une technique très simple. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut y aller, puis ensuite, ils font peur aux poissons avec des bâtons, puis ils les attrapent avec une épuisette à la sortie. Donc, technique ancestrale très, très simple qui crée un lieu de rassemblement, pas besoin de bateau, pas besoin d'équipement complexe. D'avoir des bateaux à moteur avec l'essence des filets et des sonars, c'est une autre game. Ce n'est pas la même chose, c'est pas la même activité. Donc, possiblement qu'ils ramènent un peu plus de poissons maintenant, il faudrait que je m'informe, mais ce serait plus, de ce que j'avais entendu 2 ans après, ce serait plus entièrement lié au site de Smoky Hill et à la façon traditionnelle de pêcher le cisco. Pour l'esturgeon, je ne sais pas ce qui est arrivé avec les nouvelles frayères qu'ils ont tenté de faire, avec la pisciculture pour remettre des esturgeons à d'autres endroits. Je ne sais pas. Mais note intéressante là-dessus, on parlait des talimans, des chefs et tout. Vous voyez, c'est quand même la famille de Ted Moses qui travaille à la pisciculture. Et c'est un projet de quelques millions qui est financé par Hydro-Québec. Tant mieux, ça les garde en contact avec tout ça, puis c'est quelque chose de bien. Je veux juste dire que si on voit la game quand même, là, politique et commerciale. Je veux dire, n'importe où ailleurs, si un politicien québécois signait une entente d'un grand projet avec un gouvernement, puis que le lendemain, il s'ouvrait une business qui reçoit des millions découlant de cette entente-là, ce serait inacceptable. Mais là, c'est le genre de business qui fait. Par contre, la pisciculture d'esturgeon m'a donné pour moi l'image la plus importante du film, qui est quelque chose de très personnel. C'est pas tout le monde qui va y être attaché, mais pour moi, ça l'était. C'est quand il y a un gros plan sur un petit bébé esturgeon qui est manipulé par une plume pour être mesuré. Ce genre d'image qui dit rien d'explicite, mais qui pour moi contient tout. Parce qu'avant d'atteindre une certaine taille, les plaques osseuses de l'esturgeon sont très fragiles. Donc, si on les prend avec nos doigts, ça casse, puis ils vont grandir handicapés ou ils vont mourir. Ça défait le squelette. Donc, on ne peut pas... parce qu'en plus du squelette intérieur, ça, les esturgeons ont des plaques osseuses extérieures. Donc, on ne peut pas leur toucher quand ils sont tout petits. Et les mesures pour les changer de bassin, parce que l'alimentation change à mesure qu'ils croissent. Mais donc, pour moi, c'est cette façon-là. Donc, en les mesurant, ils doivent les placer avec la plume, puis pas toucher avec leurs doigts et tout. C'est une image qui conjuguait un peu tout. La façon de prendre soin de la nature, l'idée du temps. Hein, les esturgeons sont des poissons préhistoriques et qui prennent énormément de temps avant de devenir adultes et avant de se reproduire. Et avant, donc, c'est une créature dont l'horizon de temps dépasse celle de la vie humaine. Et pour moi, il y avait une forte métaphore du territoire et de la culture là-dedans. Mais cette idée-là de prendre soin, et en même temps d'appliquer une rationalité scientifique, hein, parce qu'à la fin, à la fin de la prise de vue, il y a la règle qui descend avec les chiffres pour mesurer. Donc, la pisciculture d'esturgeon, dans ce sens-là, m'a donné une image qui synthétisait mon feeling. Encore là, c'est pas quelque chose que je réalisais totalement sur le coup, là. Faire des images, c'est ça, des fois. Tu es attiré par quelque chose sans savoir ce que ça fait, ce que ça dit, ce que ça veut dire. Mais je savais qu'il fallait que je me concentre là-dessus. Je savais qu'il fallait sortir la lentille macro pour le prendre de super proche, pas avoir tout l'environnement, juste ça. Je savais qu'il fallait... Tu sais, c'est le genre de...
de choses comme ça qu'on regarde et qui nous parlent plus tard. Voilà. Merci beaucoup. Je vois que il est déjà l'heure. C'est ça, hein, Laurence, c'était bien jusqu'à 14 heures. Oui, si jamais il y a des questions, on m'avait dit que c'était correct là, Oui, moi j'avais dit que je pouvais poursuivre un peu au-delà, 20-30 minutes au-delà, sans problème s'il y a d'autres questions. Parce que parfois c'est court 1 heure, mais c'est comme vous voulez. Je ne sais pas s'il y en a encore qui n'ont pas encore osé poser leurs questions, mais... Moi, j'avais peut-être un commentaire à faire. En fait, j'ai pas vu le film, mais je l'ai pas regardé encore. C'est dans le cours de M. Nicolas Hood. On est dans un cours à l'UQAM, État canadien et peuple autochtone. Puis c'est dans le cadre de ce cours-là qu'on a été proposé de visionner votre film. Mais en vous écoutant parler, ce qui me vient, en fait, en vous écoutant parler, c'est tout ce rapport à la mémoire. Tu sais, on parle de génocide culturel, puis le rapport au temps, puis à la mémoire, tu sais, cette image-là dont vous parlez, qui est le passage de l'eau qui vient comme passer sur le territoire où il y a les gens qui sont enterrés, tu sais, puis là, ce rapport-là à la mémoire, au territoire aussi, à venir se recueillir sur l'espace où nos ancêtres ont été enterrés, tu sais, il y a comme j'ai l'impression qu'il y a un grand pouvoir des images dans votre film par rapport à cette idée du rapport au temps aussi, puis la transformation de la culture versus la nature, tu sais, les deux qui sont comme interreliés, puis que finalement, en transformant l'un, on transforme l'autre, puis que ça se passe sur tellement de temps, puis ça se passe sur tellement, tu sais, ça se passe sur des siècles, fait qu'on on se rend plus compte, puis finalement, on finit par comprendre à un moment donné que le choix, cette espèce de fatalité dont Nicolas parlait, on n'a plus le choix, il y a comme une fatalité on n'a plus le choix d'intégrer ce système-là qui a été imposé parce que, fait qu'il y a comme tout le rapport à cette nouvelle culture-là qui se construit, puis en même temps, comme la mémoire de ce qui était avant, puis qui est plus possible aujourd'hui pour les raisons de colonisation qu'on sait, puis tout ça. Fait qu'en tout cas, je trouve que, souvent, on est à l'université, là, en fin de session de même, on passe notre temps à comme rédiger puis à théoriser sur des trucs, mais je trouve que le pouvoir des images puis des mots, des fois, veut dire tout, là. Fait que merci, en tout cas, je trouve que c'est... Ouais, c'est fort, là, la puissance des images puis Merci. au-delà des théories, genre. Je peux ajouter quelque chose à ça, c'est que cette mémoire-là, elle porte un autre monde, je veux dire, une autre vision du monde qui est celle qui a été transformée ou qui continue, qui se transforme encore, mais qui résiste aussi. Celle du monde autochtone, la vision du monde autochtone, où tout est lié dans un réseau de connexion circulaire. Tu peux pas séparer les choses. Donc, tu ne peux pas séparer une rivière du reste de la vie pour la chiffrer en mégawatts ou en jobs, parce que la spiritualité, la communauté, la culture, tout y est attaché. Et tu ne peux pas séparer les choses. Il y a une façon de connaître qui est enracinée à ça, là. J'imagine chez les universitaires, on va dire l'épistémologie autochtone, mais c'est ça. Je veux dire, c'est un autre rapport aux choses, un rapport de réciprocité, c'est un rapport circulaire, et puis c'est l'idéologie du développement, c'est ça qu'elle vient défaire, c'est ça qu'elle vient attaquer de façon insidieuse, même involontairement. C'est même dur tout de suite de voir l'horizon de ce que ça fait, de ce qui est perdu à ce moment-là. Mais par exemple, quand tu verras le film, je veux dire, il y a des petits moments que j'ai mis qui ne sont pas expliqués non plus, mais qui comptent beaucoup pour moi. C'est qu'il n'y a rien qui est gaspillé dans l'utilisation des ressources chez les cris. Donc ça en est pas un vestige parce que ça vit encore justement, mais ça en est un morceau survivant de la pensée traditionnelle, de la réciprocité. Oui, il y a le fait qu'il y avait des famines encore jusqu'aux années 60, puis on ne gaspille aucune protéine quand on tue un animal ou un poisson, mais aussi culturellement, philosophiquement, spirituellement, tu manques de respect à l'animal si tu n'utilises pas tout ce qu'il te donne.
Donc, on les voit préparer une peau d'orignal. Tu sais, il y a beaucoup de chasseurs d'orignal au Québec. Il y en a combien qui sauraient comment découper puis préparer une peau? C'est jeté. On prend juste la viande. Ils arrangent on apprend que tout sur l'esturgeon était utilisé. Quand on voit les filles préparer le whitefish, on les voit garder les œufs, le foie, le cœur. Je veux dire, tu sais, moi-même, quand je vais à la pêche, je suis un peu paresseux, je découpe les filets, puis je jette les tripes, et je jette le reste. Sauf que c'est quand même une trace de cette vision du monde-là où tu ne gaspilles pas. Tu manques de respect à la nature si tu gaspilles quelque chose que tu as offert. Et ça, on peut mettre ça en contraste avec l'idéologie du développement, de la croissance, tu sais, plus d'électricité pour faire quoi, là? Pour laisser plus de lumière allumée au centre-ville la nuit. Je veux dire, c'est donc une culture où on gaspille. Puis dans ces idées-là de la mémoire, ben, si tu vois le petit film de Michel Latimer avec les archives de l'ONF, je trouve que ça joue bien là-dessus sur le lien de réciprocité au territoire qui est vraiment senti dans le corps parce il y a des mouvements de la nature qui sont assemblés au montage avec les rythmes de danse traditionnels autochtones, des femmes, constamment des femmes, dans des mouvements qui entrent en correspondance avec la nature. Alors, elle est sur cette ligne fine où ça peut être le truc un peu qui était New Age des Autochtones en harmonie avec la nature. Mais en même temps, ce n'est pas ça. C'est que vraiment, il y a un rapport aux choses qui est inscrit dans le corps et qui perdure à travers le temps et c'est un autre lien au monde, puis un autre lien à la nature qui repose sur les cycles, qui repose sur le territoire, qui repose sur un autre rapport au temps. Même chose dans mon petit film Ourson avec mon grand-oncle de Wendake qui se plaint que le monde de la communauté chasse plus l'orignal selon la façon indienne, comme ils disent. C'est-à-dire que maintenant, ils vont à l'automne, comme les Blancs, la chasse de fin de semaine, l'automne, dans le temps du rut, alors qu'ils disaient, ben nous, avant, ce qu'on faisait, on y allait l'hiver, et on choisissait un jeune orignal. Fait qu'on est sûr que le mâle et la femelle ont le temps de s'accoupler. Au lieu d'appeler un adulte sur le bord du lac, de caler l'orignal et de tirer sur n'importe quoi. Ça montre ce rapport-là, dont il se souvient, qui est encore là, mais qui se perd. Et plus que les Wendat sont très assimilés à un certain degré, au début du film, tu vas l'entendre dire il fait des objets traditionnels, là, comme des armes iroquoiennes anciennes, puis des calumets et tout ça. Puis il dit j'ai cherché dans des livres pour savoir ce que nos ancêtres faisaient. C'est formidable, c'est-à-dire que le signe de l'effacement est là, la rupture est évidente. En même temps, il y a quelque chose qui résiste des profondeurs du temps parce qu'il sait que c'est lui, il sait que ça lui appartient. Il voit un artefact iroquoien, Wendat ou Kanien'kehá:ka, peu importe, il sait que ça lui parle, il sait que c'est lui. Le noyau de l'identité perdure avec tout ce qui l'a constitué, malgré les ruptures culturelles. Bref, c'est juste pour te donner d'autres pistes sur ces idées-là de la mémoire puis du lien au territoire. Merci, super intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi. Je crois qu'il y a d'autres questions dans le chat. Il y a Monique. Monique Viens, vous aviez une question? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Moi, je remercie pour ce film que j'ai trouvé très, très, très beau et j'ai trouvé que ça laisse beaucoup à réfléchir. Et je me demandais à la fin, qu'est-ce qui est le moteur vraiment de tout cet exploit? C'est comme pour moi un exploit en technologie là, ou en ingénierie. Mais comme vous le dites bien, au fond, qu'est-ce qui était le moteur de ça et puis pourquoi? Et ce qui a poussé, disons, le côté ingénieur et ce qui a poussé les Autochtones à dire oui à ce projet, d'après moi, c'était complètement différent. Mais le vrai moteur pour moi, c'était l'argent
Puis c'était peut-être avoir un exploit. J'ai en tête, par exemple, je ne sais pas si c'est lui qui était en charge, là, mais qui décrivait les turbines. Je ne sais pas si c'est les turbines qui étaient tournées. Là, c'était une chose, c'était très gros, c'était un achievement là, extraordinaire. La photo qui m'a le plus frappé dans ce film, c'est la caméra a été comme posée directement à terre. Il y avait des petites fleurs de toutes les couleurs. Des petits, c'était rouge, des feuilles. C'était comme juste un petit, peut-être un pied carré ou 1 mètre carré de la terre. Et c'est ce qui a été inondé. C'est ce qui est couvert maintenant, complètement perdu. Quand cet homme réfléchissait justement sur les ancêtres qui avaient été enterrés, puis il se demandait, mais je ne sais pas maintenant s'ils sont dans l'eau ou est-ce que l'eau a pénétré. C'était comme quelque chose, un petit peu comme un viol, il me semble. J'ai trouvé ça très dur. J'ai trouvé ça très dur. Et je me demande, avec tout ce qui se passe maintenant, on se promène avec un masque pour filtrer l'air qu'on respire. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec l'eau? Est-ce qu'on ne se laisse pas obnubiler par le pouvoir, par la technique, la grandeur de la technique? Et est-ce qu'on profite? D'après moi, ceux qui ont accepté le projet, est-ce qu'il y en a maintenant aujourd'hui parmi nous qui sont ici maintenant là? J'aimerais savoir leur réaction. Et est-ce que l'argent dont ils ont profité pour créer des emplois, vous disiez là, est-ce qu'ils en profitent encore? Est-ce qu'ils ont encore de ces emplois? Ou si maintenant tout ça c'est du passé, puis ils en sont restés maintenant avec une rivière qu'ils ne reconnaissent plus et qui ne leur apporte plus à manger? C'est mes réflexions. Merci. D'abord, je suis vraiment touché que vous parliez de l'image au sol avec les petites fleurs, les petites plantes. Dans le film, je pense que ça vient au moment où l'archéologue nous fait un peu l'histoire géologique de cette territoire, mais cette image-là aurait pu être un peu n'importe où. C'est bien que c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui fait cette remarque-là. Oui, c'est manifestement, moi, j'ai été attiré par ça. Donc, juste de la regarder, de regarder un infime détail de ce territoire où on a tendance toujours à filmer l'horizon, puis à cadrer large. Alors, je ne voudrais pas l'expliquer plus, hein, c'est le genre de choses où c'est bien que ça vous fasse l'effet que ça fait. À d'autres, c'est d'autres choses, mais je suis content d'avoir un écho de cette image-là. C'est le genre de choses qu'il ne faut pas expliquer narrativement ou symboliquement, là. Alors, tant mieux que cette image-là soit restée. Pour ajouter sur l'argent et tout, quand on dit c'est quoi le moteur, écoutez, Bon, d'abord, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui n'a pas été répondu quand moi j'ai posé les questions et vu que je ne voulais pas avoir trop de discours écrits à l'écran et je ne voulais pas de voix off, ce n'est pas quelque chose que je pouvais adresser dans le film, là, pourquoi. Mais il faut voir sur ces chantiers-là le nombre de pancartes de compagnie. Électricité un tel, service sanitaire un tel, construction de route telle compagnie incorporée, cimenterie limitée, toute l'espèce de complexe des compagnies de construction du Québec. Alors, je pense, je connais rien là-dedans, je connais rien dans l'économie, je connais rien dans les coulisses du politique et tout, mais je pense qu'on peut imaginer ce que ça représente, ces projets-là, quand l'État ouvre les vannes pour des milliards et que toutes les compagnies sont là à aller chercher leurs morceaux. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça, ces projets-là. On regarde toutes les affiches là, des différentes entreprises et des différentes spécialités présentes sur un chantier. Puis on se rend compte que c'est ça, c'est fait pour
booster l'économie et surtout des régions. C'est des milliards et des milliards qui tout à coup tombent dans les mains d'un ensemble de compagnies, puis d'un paquet de travailleurs d'un peu partout au Québec. Alors, c'est une part d'explication, je pense. Qui tombent partout au Québec, mais pour les Autochtones? Ben, qu'est-ce qui fait... C'est quelque chose auquel moi, j'ai pas de réponse précise à vous offrir. Je pense que ça se pose comme une question, justement, c'est une question très compliquée. Qu'est-ce qui fait qu'on dit oui? Qu'est-ce qui fait qu'on dit oui? Qu'est-ce qui est bon là-dedans? Il y a tout le processus historique qui mène à une situation où on veut une job, où on veut vendre son territoire, où on veut telle chose. Et quand on dit job, hein, aussi, bon, il y a quand même un manque de formation là, parmi les Autochtones en ingénierie, en électricité, et puis des choses comme ça. Donc, quand on dit job, là, c'est des manœuvres telles la gravelle pour les nouveaux chemins. Puis, à 90%, c'est ça, le travail d'écrit. Bien payé quand même, apparemment. Très bien payé. Mais c'est ça, c'est une question très complexe. Qu'est-ce qui fait qu'on... C'est facile d'être idéaliste et romantique et vouloir que chaque peuple autochtone se tienne debout contre toute intervention de la main de l'homme sur le territoire. C'est très complexe de regarder tout ce qu'il y a, tout ce qui est en jeu dans ces décisions-là. Ces positions-là que les gens peuvent avoir. C'est complexe à l'intérieur même des communautés et c'est complexe à l'intérieur de l'esprit des gens et c'est complexe historiquement. Comment ces choses-là se font. Tout à fait. Et moi, si je peux voir les Anemascal et Talimène avec qui j'avais travaillé, qui ont créé des compagnies, ben, il y en a, ils ont juste tenu leur compagnie le temps de la construction des barrages et de la mise en réservoir. Puis certains ont conservé leur compagnie. Maintenant, il y a quelques compagnies CRI de foresterie, de cimentage, mais qui du coup sont dépendantes d'autres projets potentiels. Je veux dire, c'est une sorte d'engrenage. Une fois qu'on crée une économie basée sur ce type d'industrie, ben maintenant, à côté de la communauté de Nemaska, il y a un projet de mine qui est une mine de lithium. Ben, c'est sûr que ceux qui ont créé des compagnies de ce type-là auront besoin de nouveaux projets comme celui-là, ou de la foresterie, etc., etc. Donc, c'est sûr que c'est très complexe comme dynamique, parce que d'un côté, on veut des emplois, mais après, on se retrouve dans un type d'économie qui va nécessiter d'autres projets de grande ou de moyenne ampleur qui vont avoir un effet sur le territoire. C'est sûr qu'il y a d'autres CRI qui disent on n'aurait pas dû faire ça, puis on aurait dû miser sur une autre économie, qui soit l'économie des services, du tourisme, etc. Il y a des demandes pour développer une sorte de tourisme du grand air, hein, des grands espaces, etc., qui pour le moment, à la baie James, c'est très très peu développé. Ça se développe un peu, mais c'est léger. Après, est-ce que ça fournit autant d'emplois c'est une question. En tout cas, en effet, ça montre bien que c'est un sujet très complexe. Oui, puis n'oublions pas qu'on parle de siècles, des siècles d'une culture qui se constitue et survit très bien elle-même dans une toute autre façon de vivre. Alors, c'est récent, là, c'est un moment très bref là, de l'histoire de tout à coup attendre un chèque de paye. C'est complètement autre chose. Mais comme je disais, il faut se garder d'être romantique et idéaliste et imaginer que tous les CRI vont redevenir des nomades qui se déplacent au gré des saisons sur le territoire. Ils sont près de 20 000 maintenant et il y en a quelques centaines qui vivent vraiment du territoire de façon traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils passent 6, 7, 8 mois dans le bois, pas dans leur maison sur la réserve, là, dans le bois, chasser, pêcher, trapper, cueillir. Qui ont peut-être un petit job à côté de temps en temps ou une
une partie de l'année, ils vont faire quelque chose ailleurs, mais c'est quelques centaines. On ne peut pas imaginer que 20 000 cris vont vivre dans le bois puis juste manger de l'orignal, de la bernache puis du caribou. Ça aussi, ce serait utopique. Donc, ça ajoute à la complexité de la chose. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on arrive Dans le chat, je ne sais pas si... dans le chat. Mais moi, j'ai un problème. C'est bazar. Je suis encore là, vous m'entendez, je vous vois, mais mon écran, c'est comme figé. Mais là, on le voit. Vous me voyez, c'est bien. Mais moi, moi, en fait, j'ai toujours le visage je crois que c'était Géraldine qui est sur mon écran, puis ça c'est devenu tout flou. Donc, j'ai pas accès au chat, il ne déroule plus pour moi. Donc, si tu peux le lire, ce serait gentil. Oui, il y a 2 questions dans le chat. Donc, la première, ça va comme suit. Merci pour votre contribution très puissante. Je me demandais s'il était possible d'utiliser le lien de votre film pour le faire visionner dans le cadre d'un cours. Pourrais-je vous écrire à ce sujet? Donc, c'est une doctorante au CIRA à l'Université Laval. Donc, peut-être, si ça ne vous dérange pas, je pourrais vous mettre en contact. Oui, mettez-moi en contact parce que puisque le lien est privé, là, je ne le rends pas gratuit publiquement en ligne encore. Donc, simplement me contacter. Parfait, je vais transférer votre courriel. Puis l'autre question, ça va comme suit. J'ai raté le début, alors j'espère ne pas poser une question qui a déjà été posée. Mais pourquoi la Rupert et non une autre rivière exploitée par Hydro-Québec? Aussi, pour avoir visité Radisson et Chisasibi, l'écart de richesse est flagrant entre les deux communautés. Je suis consciente que votre film ne porte pas précisément sur ça, mais je crois que l'enjeu est pas mal le même. Mais y a-t-il quelque chose de précis qui explique un écart aussi grand entre les deux villes qui ont été construites plus ou moins au même moment? Oui, ben, je connais pas bien le nord de la région. Je veux dire, Chisasibi, c'est quand même une communauté relocalisée à cause à cause du projet La Grande. Donc, peut-être construite au même moment, mais c'est une communauté qui existe déjà puis qui est relocalisée. Pour la rivière, encore là, je ne suis pas un spécialiste des coulisses d'ingénierie d'Hydro-Québec. Donc, je ne sais pas comment ils viennent à telle chose ou telle chose, mais je pense que ce qu'on peut soupçonner, pas juste soupçonner, je pense que c'est assez clair qu'Hydro-Québec a un plan pour chaque rivière du Nord. Chaque grande rivière du Nord fait partie d'un plan dans des dossiers quelque part. Ça c'est certain. Ça fait des années qu'il est question de la rivière Broadback. Ils l'ont épargnée, qui est juste un peu au sud de la Rupert. On sait que ça a échoué pour la rivière Grande-Baleine, qui a eu la résistance des cris dans les années 90. Il y a la rivière Nottoway, qui est au sud aussi. Je pense que c'est entre la Broadback et la Rupert. Il y avait un grand projet à un moment donné dans les années 90 aussi qui était BNR, Broadway, Nottoway, Rupert. Donc, Hydro-Québec allait prendre les trois d'un coup. Donc, je pense que dans l'optique du développement hydroélectrique québécois, il n'y a pas une rivière qui y échappe. Hein? On s'est dit que c'est de l'énergie verte, donc on est prêt à faire les barrages partout. Ça c'est clair. Je pense qu'ensuite, c'est ça. Qu'est-ce qui est jugé acceptable? Qu'est-ce qui peut se négocier à tel moment? Donc, les cris ont résisté à Grande-Baleine, ont résisté au projet des Trois-Rivières, mais les pourparlers ont fait que la Rupert était faisable. La Rupert, par son long parcours, son fort débit, puis la topographie du terrain était aussi, de ce que j'ai compris, une rivière qui permettait d'augmenter la capacité de centrales déjà existantes. C'est-à-dire que la dénivellation du terrain permettait de l'envoyer vers le nord, de passer par les turbines qui étaient déjà à la rivière Eastmain, puis de se rendre jusqu'aux turbines de la rivière La-Grande. Donc, il y a peut-être une petite centrale de plus. Je me rappelle plus de l'ingénierie du projet, mais c'est beaucoup un projet de détournement et de direction de l'eau. Ce n'est pas un projet de construction de nouvelles grandes centrales. C'est beaucoup un projet d'augmentation de la capacité des centrales qui existent déjà à la baie James, d'augmenter le débit avec la Rupert. Donc, géographiquement, la Rupert permettait ça. La dame donc, qui a posé la question précisait en fait qu'elle voulait savoir pourquoi vous avez choisi la Rupert en fait, pour votre film en particulier.
Ah ben c'est le premier grand projet qui a été annoncé dans la foulée de la Paix des Braves. Oui, peut-être c'est ça. Elle dit qu'elle a raté le début, donc c'est quelque chose que j'ai expliqué que c'était la première fois que j'avais l'impression, en tout cas, que c'était peut-être la première fois où il y avait une collaboration des Autochtones dans un grand projet de développement sur leur territoire, au lieu de les ignorer ou au lieu de le combattre en cours, comme ça a été le cas dans les années 70. Alors, c'était une des impulsions du projet au début. Ça avait été une autre rivière, je serais allé filmer sur l'autre rivière, mais c'est ça le projet qui a été annoncé dans la foulée de la Paix des Braves. Parfait. Donc, c'était toutes les questions qu'on avait pour le moment. On a un bon commentaire dans le chat qui nous vient de Louvain, qui dit que c'était fort intéressant comme film. Donc, voilà. Merci beaucoup. Voilà, ben, je crois qu'on va pouvoir en rester là. C'était vraiment très intéressant d'en savoir un peu plus sur les coulisses du film, sur les choix, comme tu dis, tu laisses beaucoup de choses entre les lignes et tu laisses le spectateur aussi se faire son idée, etc. Puis c'était vraiment intéressant de voir aussi comment toi, tu avais porté tes choix, etc. Donc, je vous remercie tous d'avoir été présents, puis un grand merci à Nicolas d'avoir discuté avec nous autour de ce film. Finalement, on n'a pas parlé des courts-métrages, mais peut-être que plus tard, on pourra faire une autre séance une fois avec plusieurs petits courts-métrages, puis on pourra en discuter. Ça ne s'est pas mis, mais voilà. Ben, merci encore, puis de joyeuses fêtes à tout le monde, je dirais, parce que ça s'approche tout doucement, puis je pense pas qu'on va se recroiser d'ici là. Merci pour l'invitation. C'était vraiment très intéressant, constructif d'avoir vos impressions, vos réflexions et questions. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Au revoir.